Bien, nous poursuivons ici en direct au bord de l'étang de Berre, ici dans la deuxième métropole de France, avec la présidente de la métropole Aix-Marseille et présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, Martine Vassal. Bonjour. Bonjour. Avant d'échanger avec Laurence Bottero sur à la fois les dossiers locaux, les dossiers nationaux, puisque je rappelle que cette tournée zéro carbone se fait en partenariat avec France Urbaine, qui est l'association qui regroupe les présidents et les maires des grandes villes de France. Peut-être Martine Vassal, en ce moment même, le directeur général de la santé est en train d'annoncer un certain nombre de mesures à l'échelle du pays. Il a été rappelé qu'aujourd'hui, près de 67% des contaminations de la Covid au niveau mondial se situent en Europe. Donc cela démontre bien que l'épicentre aujourd'hui de la Covid se situe chez nous. Pour vous, les mesures qui doivent être prises à la fois par le département, par la métropole, est-ce que les services sont de nouveau prêts à se remobiliser pour cette cinquième vague? Je vais dire malheureusement oui, parce que c'est vrai que nous avons été d'abord extrêmement choqués de la violence de ce virus, de son impact. Donc maintenant, bientôt, ça va faire 2 ans que nous sommes dans cette nasse épidémique qui nous a obligés à être en avance sur ce virus. Notamment au niveau des masques, mais au niveau des tests et au niveau de la vaccination. Donc aujourd'hui, des mesures ont été prises courageuses par le gouvernement, non seulement au niveau économique et qui ont aidé à ce que les choses se passent le moins mal possible, mais également au niveau sanitaire. C'est courageux de dire que maintenant le pass sanitaire est obligatoire. Je pense que le seul moyen de pouvoir sortir de cette nasse, c'est la vaccination. Aujourd'hui, sur notre territoire, bien nous sommes, enfin, en vérité, chez nous, ça n'a jamais baissé. Donc, et on est aujourd'hui sur un taux d'incidence qui nous inquiète, hein, et on voit peu le bout du tunnel. Le seul bout du tunnel pour nous, c'est la vaccination. Il faut se vacciner. Deuxième dose, troisième dose. De toute façon, une fois que vous avez eu le coronavirus ou vous avez été déjà vacciné, donc c'est comme la grippe, hein, une fois que vous avez commencé, il faut le faire. À mon avis, c'est le seul moyen d'enrayer un peu cette épidémie. Nous voyons actuellement que la moitié des personnes qui ont rattrapé le virus, ce sont des personnes qui ou ne l'ont pas eu à l'origine, ou alors n'étaient pas vaccinées. Donc on s'aperçoit que l'utilité de la vaccination, nous sommes prêts. En vérité, nous n'avons jamais arrêté puisque nous avons fait des vaccinodromes importants dans tout le territoire. Nous sommes allés chercher les personnes chez elles. Nous sommes allés dans les petites communes où c'était compliqué de se faire vacciner. Et là, nous continuons à tourner dans les communes pour la troisième dose et, si besoin est, la quatrième dose. En tout cas, Olivier Véran donc, annonce en direct en ce moment donc, le fait qu'il y a 25 millions de Français qui sont appelés à se faire vacciner, puisque nous sommes passés donc d'un délai de 6 mois à 5 mois hein, depuis ce matin. Et puis, bien sûr, maintenant, c'est ouvert à toutes les personnes au-delà de 18 ans. Donc, ça va être une montée en puissance très forte dans les heures qui suivent, ici même dans cette métropole d'Aix-Marseille, où l'ensemble des médecins, du monde hospitalier et de Doctolib vont être très sollicités. Martine Vassal, si on parle bien sûr de cette urgence sanitaire, bien entendu, l'urgence du climat n'attend pas. Il faut mener tous les combats. On a bien vu que la déception de la COP 26 a amené les élus locaux, dont vous faites partie, les présidents de métropole, à être en première ligne finalement aujourd'hui sur cette question du climat. Si quelquefois, et c'est normal à l'échelle mondiale, les enjeux diplomatiques et les accords entre les États ne se fait pas aussi facilement parce que finalement entre pays développés et pays en voie de développement doivent trouver des compromis. Il n'empêche qu'aujourd'hui, ce sont bien les villes qui sont en première ligne. Oui, vous savez, quand il y a des manifestations internationales du type de la COP, on a toujours beaucoup d'espoir. On a eu aussi l'UICN qui s'est tenu sur la biodiversité en début septembre à Marseille. La difficulté, c'est que moi, ce qui m'inquiète, c'est que vous avez beaucoup d'États. On retrouve la même problématique quotidienne qui sont individualistes. C'est-à-dire qu'ils ne pensent qu'à eux et ne pensant qu'à eux, eh bien, ils continuent à polluer la planète. Donc nous avons à la fois d'un côté la problématique de pollution faite par
de l'industrialisation à outrance, de l'utilisation d'énergies fossiles à outrance. Nous avons également les pollutions, enfin, la problématique atmosphérique, avec le réchauffement climatique, avec de plus en plus de phénomènes importants au niveau des inondations, au niveau ici, vous êtes au premier lieu. Alors, je ne sais pas si vous avez fait exprès de choisir cette journée où il y a eu énormément de pluie chez nous aujourd'hui. On ne peut pas voir le magnifique panorama qui normalement est derrière nous, qui est l'étang de Berre. Mais ce que nous constatons, c'est que nous avons de plus en plus d'orages, nous dans le sud, de plus en plus violents, et donc nous devons anticiper. Puis nous sommes également confrontés à la montée des eaux ici sur notre territoire, où là aussi ça change beaucoup de choses. Donc oui, grosse déception de la COP 26, une déception de plus, mais qui ne nous empêche pas de travailler au quotidien et de donner l'exemple, pas depuis hier, mais depuis un bon moment. Et moi, à la tête, ayant l'honneur d'être à la tête de la métropole et du département, j'ai mis en place dès le départ, quand je suis arrivée à la tête de la métropole, un agenda environnemental qui est applicable sur les deux collectivités, parce qu'on peut faire de l'écologie pragmatique et non pas obligatoirement dogmatique. Avant de rentrer sur les dossiers chauds, et ils ont été développés tout ce matin par Laurence Bottero et tous nos intervenants, peut-être cette question, Martine Vassal. La tribune a choisi de venir ici, à la Villa Carriessa. On est au bord de l'étang de Berre. Depuis des semaines, on parle de Marseille en grand. Ici, c'est la métropole en grand. On a choisi de le faire dans un lieu assez symbolique aussi de toute l'activité industrielle. Et c'est en même temps la semaine de l'industrie. Que vous inspire à la fois ce lieu, le rôle aujourd'hui de l'étang de Berre dans la métropole, le rôle des industriels qui sont ici présents aujourd'hui? Alors, cet endroit qui est absolument magnifique, j'invite l'ensemble des personnes à venir le visiter parce que oui, ici, on fait des choses, on les fait peut-être encore avec plus d'intérêt et d'attention que ce qu'on pourrait le faire ailleurs parce que on a une liaison avec les industriels qui est très forte et sur notre territoire, nous sommes très allants sur comment le développer ensemble et comment faire que nous devons respecter les normes et respecter aussi l'intégration à l'intérieur du paysage. Donc, on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment ici. Nous travaillons de manière très étroite avec le Grand Port Autonome, qui a effectivement, vous le disiez dans la table ronde précédente, une réserve foncière qui fait pâlir beaucoup d'investisseurs, donc sur laquelle nous avons décidé avec le Grand Port de mettre en place une stratégie de développement où effectivement, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Avant de pouvoir attirer des entreprises, on va déjà commencer à avoir des terrains qui soient viabilisés pour ne pas recommencer l'erreur que nous avions fait précédemment. Donc la stratégie du Grand Port aujourd'hui est de développer des espaces en gros de les purger de toute problématique administrative pour proposer aux industriels, pour proposer aux entreprises du foncier qui soit utilisable tout de suite. Donc la relation, elle se fait, c'est un travail en commun que nous faisons avec l'ensemble des acteurs pour que cette métropole qui est on peut le dire, qui est d'abord une métropole jeune, puisqu'elle est née il n'y a pas tellement longtemps, c'était en 2016, un peu dans la douleur. Aujourd'hui, l'idée, c'est nous étions en retard et nous voulons être en avance, que ce soit au niveau de l'accueil des entreprises, que ce soit au niveau de la problématique environnementale. Nous avons tous les outils pour pouvoir le faire. Et donc là, maintenant, c'est une volonté politique, c'est une volonté économique, c'est une volonté aussi du gouvernement et de l'État, puisque nous sommes ensemble, nous sommes partenaires sur cette vision du développement global de la totalité du territoire, où nous avons beaucoup de chance d'être sur un territoire où nous sommes à un carrefour, un carrefour, on l'a souvent dit, je l'ai souvent dit sur vos antennes, sur un carrefour au niveau de la Méditerranée qui nous permet de voir l'avenir sous de belles couleurs, en tout cas en respectant les uns et les autres, et avec cette perspective de faire de notre territoire un territoire en avance. On l'a évoqué toute cette matinée, Martine Vassal, il y a eu, on a parlé beaucoup d'innovation, on a parlé de maritime, on a parlé de transport, de mobilité. De ce que je retiens, moi, de la matinée et des discours des différents intervenants, c'est que finalement,
l'industrie Marseille-Fos a toujours été finalement en avance. Ça s'est pas forcément su. Effectivement, il y a peut-être des efforts de communication à faire encore plus, d'autant plus, j'allais dire de nos jours, on parle beaucoup de réindustrialisation, on a envie, mais on parle de décarbonation, donc c'est tous des sujets qui sont en même temps adressés. Ce côté innovant, est-ce que vous trouvez que c'est vous aussi que c'est pas forcément suffisamment su, suffisamment attractif pour des investisseurs exogènes? Je pense qu'effectivement, on a un très gros retard au niveau de la communication. C'est un de nos, Talon euh, d'Achille. un gros talon d'Achille. Parce que très souvent, on entend les contre, on n'entend jamais les pour. Et pourquoi? Parce que les pour, très souvent, travaillent, ont la tête dans le guidon et n'ont pas le temps ne prennent pas la mesure de la communication. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on vive avec la communication. Moi, je le ressens au quotidien, et qu'on mette en avant nos atouts plutôt que systématiquement de parler de ce qui ne va pas. Il y a énormément de choses qui vont bien sur notre territoire. Nous avons la première chose que nous avons, bien sûr, nous avons ce climat, bon, pas aujourd'hui, bien sûr, mais bon, nous avons Ça ce arrive de climat, temps nous en avons temps. des espaces, nous avons une volonté qui est claire. Lorsque les personnes viennent ici, ça passe ou ça casse, ou on adore ou on déteste, mais en général, on est plutôt dans le sens où on adore. Et puis, on a un facteur également ici qui est important, c'est notre jeunesse. Nous sommes un territoire où il y a beaucoup de jeunes qui demandent à être formés. Donc, il faut une adéquation entre la formation et les besoins. Donc ça, On on en le a parlé travaille de manière effectivement très aussi forte. ce matin. Ouais. On en parle régulièrement. Donc c'est un territoire où il y a beaucoup de jeunes. Et je pense que ça, les industriels, ça les intéresse. Donc c'est un territoire en devenir. Et c'est un territoire où on accueille les entreprises à bras ouverts au niveau métropolitain. C'est un peu le cadre de la réforme que nous sommes en train de faire avec le gouvernement au niveau de la gouvernance de la métropole qui aujourd'hui va être une véritable métropole de projet, c'est-à-dire qu'elle va avoir les compétences, notamment au niveau de développement économique d'intérêt métropolitain de A à Z, et va pouvoir travailler sur la totalité du territoire. Parce que vous avez ici, vous avez de la logistique, vous avez de l'industrie, vous avez derrière de l'aéronautique, vous avez du maritime. Donc l'importance de la cohésion territoriale va nous permettre d'avoir cette vision que nous avions établie au niveau de l'agenda d'attractivité, et nous allons pouvoir le mettre en place pour une fois. Donc là, on avance dans le bon sens. En tout cas, on travaille main dans la main avec l'ensemble des industriels. Et aujourd'hui, Monsieur Diaz était là juste avant moi. Ce que fait Total est remarquable et n'est pas assez su. Alors je sais qu'ils ont beaucoup de secrets de fabrication et qu'il faut pas trop en Oui, parler. c'est ça. Mais quand même, à force de pas en parler, ça crée un peu des zones d'ombre. Donc, nous voulons être effectivement au niveau des énergies. C'est difficile de savoir quelle sera l'énergie de demain. Je pense que tant que ITER ne sera pas en fonction, nous ne pourrons pas savoir s'il faut faire du tout électrique, s'il faut faire du tout hydrogène, du tout gaz ou du tout autre chose. Donc, ce que nous devons, c'est développer la totalité pour pouvoir y travailler. Mais je pense qu'au niveau hydrogène vert, on a un véritable pôle à la fois de fabrication, mais aussi de distribution. Et on peut être véritablement le point de départ de cette nouvelle énergie, qui est une énergie propre et qui permet de développer nos territoires et d'être utilisée dans des caractères industriels. Donc aujourd'hui, c'est compliqué de dire quelle sera l'énergie de demain. C'est sans doute un peu de tout. C'est un peu de tout pour l'instant, mais je comprends aussi que pour les industriels et pour les entreprises, ce soit compliqué parce que quand vous achetez du matériel, vous l'achetez pour entre 5 et 7 ans, vous devez l'amortir et automatiquement, c'est difficile. La bonne preuve, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une phase où nous devons appliquer une zone à faible émission de serre, c'est-à-dire ce qu'on appelle la ZFE, sur lequel nous avons déterminé un périmètre. Et dans ce périmètre-là, si nous ne le faisons pas, et d'ailleurs la France a des amendes assez importantes de l'Europe parce que justement les ZFE ne sont pas en action. Donc nous avons voté une zone de ZFE. Nous avons depuis très peu de temps le gros avantage de pouvoir appliquer cette zone-là, puisque maintenant ça va être la métropole qui en sera en charge. Mais la difficulté des entreprises, c'est de dire que comment on fait? Parce que nous, vous nous dites demain matin, mais nous, on a acheté du matériel. On n'a pas acheté obligatoirement du matériel qui corresponde aux critères. Donc il faut nous laisser un peu de temps. Et c'est ça la difficulté. C'est pour ça qu'il faut qu'on travaille avec les entreprises pour que ce soit ensemble que nous progressions dans ces nouvelles énergies.
On parle beaucoup de concilier économie et écologie. C'est revenu ce matin, c'était déjà dans les discours, peut-être même un peu plus accentué en période de crise. Pour autant, et vous venez d'en donner un exemple, ce n'est pas toujours aussi facile. Il y a un exemple d'une usine qui, pour l'instant, n'arrive pas à construire son projet initial ici. C'est difficile d'arriver à concilier. Finalement, ça se heurte peut-être à une réalité au-delà de la volonté Vous d'être voulez parler de théorique. Satis. Exactement. C'est un exemple, il n'y a pas que celui-là, il y en a Mhm. d'autres, où il faut impérativement que les entreprises... Vous savez, moi je viens du monde de l'entreprise. Quand on est dans son entreprise, c'est pareil. On avance, on galope et on se dit, bon, je crée des emplois, je fais venir une technicité, et on ne voit pas les impératifs derrière, les impératifs administratifs, et on ne voit pas non plus le taux d'acceptabilité de la population. Donc tout ça, le monde privé, puisque j'en viens, donc je le sais, doit comprendre qu'il y a des impératifs. Bien entendu qu'on n'est pas contre l'implantation d'entreprises, bien entendu sur cette zone comme ailleurs, mais il faut le faire en accord non seulement avec ceux et celles qui délivrent les autorisations, donc d'abord l'État, deuxièmement les élus locaux. Donc c'est un travail partenarial. Et c'est là où les chambres de commerce, les différents syndicats, les unions patronales doivent jouer leur rôle de médiateur entre les deux. Et c'est vrai que vouloir imposer les choses, très souvent, des fois, on va dans le mur. Alors, des fois, ça passe, des fois, ça casse. C'est dommage de le faire de cette façon-là. Je pense que si on avait pris le problème de Satis un peu différemment, c'est-à-dire que simplement en expliquant les choses et en réunissant la totalité des intervenants autour d'une table, on aurait trouvé une solution. Donc, il faut bien comprendre qu'on ne peut pas imposer les choses parce que nous avons des normes. Vous allez me dire, dans certains pays, ils font fi des normes. Bon, c'est les pays dont on a parlé tout à l'heure qui font fi aussi de la problématique environnementale. Mais ce n'est pas parce que, moi je prends un exemple simple, hein, c'est pas parce que Jean-Christophe, mais ça il ne le fera pas, brûle un feu rouge que je dois aussi brûler le feu rouge. Donc c'est là où il faut impérativement travailler de manière concertée. Voilà, et non pas essayer d'imposer quand même parce qu'on pense qu'on a raison. C'est un peu ce qu'on s'est dit ce matin sur les énergies, finalement. Il y a une question C'est d'acceptabilité. aussi la même chose sur les énergies. Vous mettez le doigt sur la question de l'acceptabilité, sur quoi sont prêts finalement les habitants, les riverains. Là, on a l'exemple d'une entreprise avec un projet d'implantation à Marignane qui ne peut se faire. Comment, d'après vous, doit être le rôle à la fois entre les responsables politiques, les industriels, pour finalement développer chez les concitoyens cette dimension d'acceptabilité, de transparence, de montrer, on l'a dit aussi ce matin, c'est un territoire vaste. Néanmoins, c'est un territoire qui a peu accueilli d'industriels, si on regarde depuis 35 ans au bord de l'étang de Berre, dans des activités, on va dire, chimiques, dont on voit que ce sont des sujets sensibles. Tout à l'heure, un des intervenants évoquait en disant on perd trop de parts de marché par rapport à Rotterdam. Et en même temps, il faut préserver ce qu'il y a de précieux. Vous le dites souvent, on parle ce matin de Provence zéro carbone. La Provence est notre trésor. Donc, l'équation, elle n'est pas simple, mais vous le dites, la concertation. Mais pour vous, qu'est-ce que vous recommandez aux industriels dans une logique d'acceptabilité? Plus de communication, plus de transparence? De partir vraiment en amont et de partir au départ. Je pense qu'aujourd'hui, l'industrie est la partie la moins polluante qui puisse exister. Donc les contraintes sont telles que quand une entreprise s'installe, on a différentes entreprises sur ce territoire, je veux dire, c'est beaucoup plus propre que la voiture diesel de la personne qui ne l'a jamais fait réviser et qui crache du noir. Donc aujourd'hui, il faut savoir que les industriels sont extrêmement contrôlés,
et que donc ils ne peuvent pas faire n'importe quoi et qu'ils ne font pas n'importe quoi. Et donc cette communication, il faut l'expliquer. Après, quand on vous dit que ben il y a une cheminée qui doit faire, je sais pas, 10 mètres, si elle doit faire 10 mètres, elle doit faire 10 mètres, elle peut pas faire 9,50 m. Et c'est là où c'est le plus gros de la difficulté. C'est-à-dire qu'il faut arriver à concerter. Et donc le politique est entre deux. Le politique est là parce qu'il représente sa population, il représente ses habitants, il doit développer son territoire, donc il est entre les deux pour faire le tampon. Moi, j'ai travaillé sur, enfin, on a mis en place, notamment au niveau du département et au niveau de la métropole, on met en place des ateliers de concertation avec les citoyens. J'ai un de mes élus, qui est le maire de Velot, qui est Yannick Guérin, qui est en train de travailler sur justement comment aller vers la population pour l'écouter et écouter ce que la population a à dire. Donc les industriels, parce qu'ils apportent de la valeur ajoutée, ne peuvent pas tout imposer. Mais il faut savoir que les industriels sont, eux, au quotidien, ils font attention à ce qu'ils font. Et ils ne recrachent pas n'importe quoi, n'importe comment. Mais ça, il faut le dire, il faut l'expliquer. Et c'est vrai que les industriels, très souvent, de par ce qu'on disait tout à l'heure, on garde un peu secret leur bastion, peut-être faire des journées portes ouvertes, peut-être faire venir les représentants des habitants qui le souhaitent pour dédramatiser et montrer que les choses sont bien faites, parce que sur notre territoire, les choses sont bien faites. Finalement, il ne faut pas juste une semaine de l'industrie une fois par an, mais peut-être au Il faut quotidien. tous les jours de montrer. l'industrie. Ouais. Voilà. Il faut tous les jours de l'industrie et penser aussi à cette communication et aller dans le sens positif plutôt que dans le sens négatif. Vous l'avez dit, Martine Vassal, vous échangez beaucoup actuellement avec le gouvernement, avec Jacqueline Gouraud, et puis bien sûr vos échanges avec le président de la République. Qu'est-ce qui peut changer dans les mois à venir, notamment dans les moyens qui seront mis par l'État? On a entendu le président de la République mettre des conditions sur les moyens que pourrait mettre l'État pour accélérer le développement ici du territoire. C'est quoi, d'après vous, le calendrier, et qu'est-ce que ça pourrait changer pour les habitants de la métropole, les industriels aussi présents? C'est-à-dire, est-ce que les moyens qui pourraient être mis sur les mobilités, les infrastructures, pourraient faire que Marseille, la métropole, justement, puisse accélérer son développement pour les mois et années à venir? C'est indispensable, je le disais tout à l'heure, la métropole, il faut le dire, elle est mal née. Aujourd'hui, nous avons un virage historique à prendre, un virage qui nous permet de véritablement fonctionner comme une métropole classique, c'est-à-dire que la métropole doit s'occuper des projets stratégiques et tout ce qui est compétences de proximité doit être exécuté par les communes. Donc aujourd'hui, le gouvernement, au travers de la loi 3DS, nous donne la possibilité de pouvoir simplifier les choses et de pouvoir aller dans ce sens. En parallèle, nous savons que notre problématique sur ce territoire, elle est certes foncière, mais elle est surtout de mobilité. Nous avons un retard sur la mobilité dans notre territoire parce que, à une époque, ça a été fait sur le tout voiture. C'est ainsi. Mais pour aller d'un point à un autre, il suffit d'allumer la radio le matin et de voir le nombre d'embouteillages que nous avons tous les jours, d'accidents sur les autoroutes qui sont sur le pourtour, qui font que aujourd'hui la circulation elle est infernale. Et donc, et surtout, la mobilité est infernale et que surtout, on a des personnes qui habitent à des endroits, qui doivent aller travailler à un autre et qui sont obligés de prendre la voiture. Et donc, cette voiture, elle a un coût. Non seulement elle pollue, mais en plus elle a un coût. Et donc le coût, très souvent, eh bien, les gens préfèrent rester chez eux parce que c'est pas intéressant d'aller travailler pour un salaire moyen qui est autour de 1 500 € sur notre territoire. Si vous mettez 250 € dans la voiture, ben, vous restez à la maison et vous inscrivez au chômage. Et c'est là où le bas blesse, c'est sur cette mobilité. Et donc, nous sommes en train de travailler de manière très forte. Nous avons travaillé sur le plan, l'agenda de mobilité. Nous allons voter au mois de décembre le plan de déplacement urbain qui va nous permettre de d'étoiler davantage et de permettre à des endroits où les maires ont décidé de travailler sur du BHNS, du bus à haut niveau de service, ou sur du développement du tramway, ou sur des développements routiers qui nous permettent effectivement de pouvoir aller sur un territoire qui va être en avance sur la mobilité, parce que là, vraiment, on a un gros
gros retard sur ces zones qui sont quand même isolées. Et ici, nous avons développé de manière très forte à la métropole l'apprentissage. Et j'avais un petit apprenti qui nous expliquait qu'il partait de Martigues pour venir travailler, pas très loin, hein, pour venir travailler sur Marseille. Il mettait tous les matins 1h30 à l'aller et 1h30 au retour. Il faut vraiment qu'il soit motivé. Donc, vous voyez, tout ça, il faut qu'on arrive à résoudre cette problématique-là. Oui, l'État a décidé de mettre sur la table 250 millions de subventions et 750 millions d'avances remboursables sur une durée assez longue qui vont permettre d'accélérer financièrement certains projets qui sont sur notre territoire. Donc, nous sommes allant. Bien sûr, on aimerait davantage. Donc, on va déjà consommer ce milliard et puis après, on en demandera un autre pour faire comme à Lyon et comme à Paris. Finalement, la mobilité, c'est peut-être la problématique majeure sur le territoire, puisque ça confronte effectivement l'attractivité des talents, comme vous venez d'expliquer, des entreprises aussi, hein, parce que pour reprendre rapidement l'exemple de Satis, Marignane avait été choisie pour permettre aux salariés, puisqu'aujourd'hui, pour expliquer, Satis a repris une entreprise qui est aujourd'hui à Marseille. Et donc, voilà, il fallait que l'acceptabilité le soit du côté des salariés de l'ex-PMA qui a été racheté par Satis pour venir de Marseille à Marignane. Donc, effectivement, c'est finalement peut-être l'enjeu majeur qui pourrait débloquer les freins qui existent sur les autres sujets. Tout à fait. Donc c'est un des problèmes majeurs On sur a le parlé reste. aussi Et puis sur le ensuite, côté maritime. essayer de simplifier les choses pour les industriels, pour les entreprises. Alors c'est vrai que quand ce sont des grosses entreprises, elles sont calibrées pour, mais derrière, il faut que les choses, même pour les gros, Le il monde faut que ce maritime en a soit. parlé ce matin, Voilà, effectivement, hein, donc d'avoir quand une entreprise vient s'installer des ici, infrastructures il faut pas ferroviaires et qu'elle perde un fluviales. temps Oui. fou à faire ses démarches administratives, à trouver le meilleur terrain. Donc là, il faut qu'il y ait un guichet unique, il faut que les choses soient vraiment très simplifiées en ayant une compétence stratégique qui soit exécutée de A à Z par la métropole. Nous allons pouvoir le faire, puisque à ce moment-là, si un terrain ne convient pas, on peut en trouver un autre sur le territoire. Et donc voilà, donc l'idée, c'est d'améliorer les choses, de mettre un peu d'huile dans les rouages et surtout de permettre à ceux qui le souhaitent de venir s'installer ici, parce qu'on a tout pour réussir. Alors justement, Martine Massal, pour évoquer les quelques derniers dossiers, notamment des dossiers nationaux, dont on parle peut-être pas toujours ici, puisqu'on a une actualité riche ici dans la métropole, mais il y a aussi votre implication, puisque vous avez été choisi il y a quelques mois par vos pairs, les présidents de métropole, pour conduire le dialogue ou la vision, en tous les cas, qu'ont les présidents de métropole sur, en tout cas, par rapport au contexte des élections présidentielles, et que les présidents de métropole portent des idées, des projets, notamment sur la vision d'une meilleure décentralisation. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, on est dans le sujet de la décarbonation, qu'il y a encore une nouvelle décentralisation à conduire, notamment en reprenant peut-être quelques compétences, notamment sur ce sujet de la transition écologique? C'est ma première question. La deuxième question, vous aurez un débat justement mardi face au président de la métropole de Rouen, Nicolas Maillé-Rossignol, pour évoquer en disant, bien sûr, la transition écologique, mais il faut aussi que ça soit une transition sociale juste pour ne pas opposer fin du monde et fin du mois. Sujet sensible quand on est aussi président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Première question. Alors, on a quoi, toute la journée pour répondre? Non. Vous touchez un point très, très sensible et très particulier. D'abord, vous touchez aussi une problématique qui est le pouvoir d'achat. Aujourd'hui, il faut reconnaître que quand on est passé à l'euro, on a multiplié du jour au lendemain par 6 tout ce qui était frais quotidiens, mais les salaires n'ont pas augmenté par 6. Donc derrière, il faut assumer. Nous nous retrouvons avec une difficulté sur ce qu'on appelle les classes moyennes, où aujourd'hui, en gros, les gens ne s'en sortent plus parce que le coût horaire est tel que bien l'entreprise paye ses impôts, ses charges, mais préférerait certainement payer ses salariés plutôt que de faire le contraire. Donc nous sommes sur un taux de prélèvement obligatoire au niveau de la France qui, je pense, dans les records au niveau européen, si ce n'est mondial, on ne parle même pas au niveau mondial. Ils font que ça nous
pénalise énormément. Nous avons ce degré, alors là vous parlez d'acceptabilité, ça c'est l'acceptabilité des entreprises, donc là aussi. La crise a quand même changé pas mal de choses et pas mal de visions. Pourquoi? Parce que nous nous sommes rendus compte que eh bien, la santé c'était quelque chose de très précaire, que donc le métro boulot dodo habituel, eh bien on voulait peut-être un peu en changer, que maintenant on voulait développer le télétravail. Moi je me rappelle quand je suis arrivée en 2015, moi j'ai toujours voulu pousser le télétravail parce que moi j'ai toujours travaillé et donc je regrettais qu'à certains moments on puisse pas en tant que maman pouvoir se protéger quelques heures ou peut-être des journées pour pouvoir garder ses enfants et pouvoir quand même continuer à travailler à la maison. Donc j'avais proposé le télétravail, mais franchement, dans la fonction publique, il n'y a personne qui... c'était sans succès. C'est vrai que là, on s'était rendu compte que, bon, dans l'obligation de le faire, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait un nouveau mode de vie. Donc les personnes sont en train de partir un peu des villes pour aller un peu plus en zone plus rurale, pour avoir un autre mode de vie. Donc tout ça, il faut en tenir compte, tout ça, il faut l'évoluer. Alors effectivement, durant cette crise, les collectivités territoriales ont été, on va dire, ont forcé quand même la main au ministre de la Santé. Parce que c'est vrai que si on avait écouté le ministre de la Santé sur les masques, sur les tests, sur la vaccination, non, mais sur les masques et sur les tests, bon, et on a pris notre destin en main, c'est ce qu'on a fait au niveau de France urbaine, c'est ce qu'on a fait au niveau de l'Assemblée des départements de France, c'est ce qui a été fait au niveau de l'Assemblée des régions de France, et c'est ce qui a été fait au niveau des maires de France. Parce que pourquoi? Parce que l'élu local, c'est celui qui est au contact et qui sait ce qu'il faut faire pour sa population dans son territoire, qui n'est pas la même chose que en Mayenne, en Côte du Nord ou ailleurs, parce qu'on a chacun nos spécificités. Donc oui, la décentralisation, il est important que le prochain gouvernement nous fasse confiance et fasse confiance à ses élus locaux. Je pense que c'est un peu dans l'air du temps. Donc France Urbaine a souhaité faire euh, donner au prochain candidat, faire un petit peu différemment que d'habitude, c'est-à-dire au lieu de dire au prochain candidat à la présidence de la République, qu'est-ce que vous proposez pour les collectivités territoriales, leur dire, voilà, nous voyons les choses de telle façon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la vie a changé, il faut d'agriculture urbaine, il faut plus de considération de l'environnement, il faut que les institutions puissent être des facilitateurs. Donc, tout ça, oui, nous sommes en train de faire ces propositions. L'ensemble des commissions de France urbaine va donner ces propositions et puis nous les soumettrons vers le mois de janvier ou février au prochain candidat à la présidence de la République. Nous avons fait un peu la même chose au niveau des départements de France, où nous présenterons la semaine prochaine à Bourg-en-Bresse les 102 propositions des départements pour que les collectivités territoriales soient véritablement considérées. Et c'est là où nous disons attention, on n'est pas là que pour être utilisé dans l'urgence, on est là aussi pour être en amont et pour être des facilitateurs. Et c'est là où j'insiste sur notre territoire. Nous sommes à disposition, nous pouvons aider, nous pouvons faciliter les choses, mais il ne faut pas nous mettre devant le fait accompli, que ce soit du secteur privé ou que ce soit du secteur public au niveau de l'État. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on soit tous ensemble. On a tous la même volonté, c'est de développer notre territoire. Et c'est vrai qu'on a tous les arguments pour en faire le plus beau territoire, on va dire oui, au même du monde, hein, parce que c'est vrai qu'ici, on a beaucoup d'avantages. Donc, en tout cas, si nous investissons. Vous savez, aujourd'hui, le rôle des élus il est très compliqué. Il est souvent décrié, il est très difficile, mais bon, quand on a la volonté de faire avancer son territoire, quand on est à l'écoute de nos habitants, je pense qu'après, bien, on a des satisfactions qui font que, bien, on laissera une trace sur ce territoire et une trace qui sera pour nos enfants et nos petits-enfants. En tout cas, c'est ce que nous voulons faire. Moi, c'est ce que j'ai fait au niveau du département de la métropole. On a été facilitateur au départ sur les véhicules électriques. Alors, c'est pas la panacée, hein, les véhicules électriques, parce qu'il va falloir à un moment recharger les batteries. Alors, c'est vrai que maintenant, ça se fait un coup rapidement.
développement. Mais quand même, si demain, on met que de l'électrique de partout, on ne pourra plus faire vos émissions avec les jolis spots que vous mettez. Donc c'est vrai que là-dessus, c'est important. Mais nous avons été facilitateurs. 12 000 véhicules électriques depuis 2018 ont été achetés grâce aux aides que nous avons portées. Nous avons permis à plus de 20 000 personnes d'avoir des vélos électriques. Nous développons les pistes cyclables. Déjà, nous sommes allants sur les nouveaux. Nous aidons à tout ce que les bâtiments publics soient équipés en énergie renouvelable, que ce soit de l'éolien, que ce soit du photovoltaïque. Donc oui, on a un gros investissement sur la considération environnementale. Nous avons mis en place également une prime pour remplacer pour faire mettre des inserts, puisque maintenant c'est interdit de faire des cheminées, donc c'est le plus polluant, c'est la cheminée, hein, sans insert. Et donc là aussi, nous avons permis à plus de 7500 foyers de modifier leurs ouvrants pour à la fois travailler sur le pouvoir d'achat, c'est-à-dire diminuer le coût de fourniture énergétique, mais également l'extérieur. Donc oui, on est extrêmement proactif sur beaucoup de mesures. Je pense que les institutions sont là pour donner le coup de pouce. Nous avons acheté des bus électriques, nous allons développer les équipements à hydrogène. Donc oui, on est là pour être un peu des expérimentateurs à grande échelle, pour donner le coup de pouce, pour être des bras de levier. C'est ce que le département a fait depuis 2015 au niveau des transports. Le département des Bouches-du-Rhône a mis sur la totalité de la compétence transport 517 millions. Alors quand le gouvernement, c'est bien, il nous donne 250 plus 750 d'avance, mais nous, on a déjà mis 517 millions d'euros qui ont permis de faire notamment le BHNS d'Aix, puisqu'on l'a payé à 80%, qui ont permis de faire d'autres BHNS, qui ont permis de faire des extensions de tramway, donc qui ont permis de faire des pôles relais, qui vont faire la gare de Miramas. Enfin, je veux dire, la liaison entre Marseille et Aix par train, la liaison sur les autoroutes par des bus, où nous avons acheté des bus à double étage. Donc, nous avons un déficit de communication qui est incroyable. On dirait qu'on a honte de communiquer. Non, on n'a pas honte de communiquer, on ne prend pas le temps de communiquer. Et puis, ce qui est difficile, c'est que très souvent, on essaye de voir tout ce qui est contradictoire et on n'essaye pas de voir tout ce qui est positif. Donc moi, je veux en profiter pour vous remercier, la Tribune, parce que vous êtes un des médias qui permet de montrer les choses du bon côté. Et ça nous permet aussi de montrer ce que l'on fait de bien. Merci Madame la Présidente. En tous les cas, on essaie de donner le bon côté. En même temps, on a pu aborder les questions sensibles, les dossiers chauds de la semaine sans tabou. Peut-être un dernier mot. Souvent, on l'a vu dans l'actualité, Marseille en grand, c'est difficile de faire converger toutes les bonnes énergies. C'est normal, c'est le débat politique. Est-ce que la Provence en grand, finalement, c'est pas plus facile ? On ne va pas faire de plagiat, hein. Je pense que ce qui est important, c'est que surtout, on puisse laisser à nos enfants et à nos petits-enfants un territoire encore plus beau que ce que nous avions et leur permettre d'avoir encore plus de chances de réussite que ce que nous avons eu dans toute notre vie. Merci Martine Assal. On vous retrouvera mardi avec tous les maires et présidents des métropoles à l'Hôtel de Ville de Paris, justement, pour partager et pour communiquer justement sur ce que vous réalisez ici aux côtés des autres élus sur la métropole d'Aix-Marseille, notamment sur la stratégie de décarbonation. Merci Laurence Bottero d'avoir animé toute cette matinée. À très bientôt ici dans la région sud. Merci à l'équipe de la Tribune, à Martine Gouzy, puis merci bien sûr à tous nos partenaires, entreprises, tous les acteurs économiques, industriels qui ont bien voulu partager ce moment de vérité, d'échange dans une semaine de l'industrie très importante. Et je crois que c'était en effet peut-être un signal de venir ici ce matin au bord de l'étang de Berre pour montrer que écologie, économie ont des enjeux à partager ensemble. Merci à vous tous sur la tribune.fr. Au revoir.